quand vous êtes historien, bien sûr, vous partez avec un présupposé. Tout le monde part avec des présupposés. On ne fait pas d'histoire quand on n'a pas une idée politique derrière la tête. Ça n'est pas vrai. Je n'en connais pas d'historien comme ça. J'ai donc travaillé beaucoup sur le Vatican, et travaillant sur le Vatican, évidemment, et travaillant sur l'Europe, j'ai travaillé sur l'Europe orientale. Et c'est comme ça que j'ai perçu la question ukrainienne, à laquelle, autrement, je ne me serais jamais intéressé. Évidemment, l'Ukraine, en 1930, je dirais que c'est le diamant de l'Union soviétique. Trotsky écrit en 1930, il dit, si on arrache la Pologne, l'Ukraine à la Russie, c'est comme si on lui arrachait les dents, c'est faire d'elle un pays consommateur au lieu d'un pays producteur, c'est la tuer. On préparait le retournement des fronts à partir de 42-43 quand même. Qui va fournir l'argent, en particulier de l'exfiltration de masse des criminels de guerre? Les Américains, par centaines de milliers même. Ils récupèrent en mai 1945 Gehlen, le général de la Wehrmacht, et donc il les mène très gentiment à la valise qu'il a déposée en Bavière, et il le recrute tout de suite. Il le recrute, il lui installe dans le gros centre d'exfiltration-recyclage de Munich. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est sollicité pour s'occuper de l'Ukraine. Nous avons, avec l'Ukraine, une démonstration parfaite des effets de la destruction de plusieurs décennies d'enseignement historique. La Synarchie, c'est un groupement constitué d'éléments dirigeants du capital financier qui s'est constitué ou reconstitué en 1922, on ne sait pas exactement à quelle date d'ailleurs, à l'origine avec 12 participants. Parler de la Synarchie, c'est parler du pouvoir financier et d'un pouvoir financier entre les mains d'une poignée de gens. Oui, la société est entièrement contrôlée par ceux qui en détiennent le pouvoir économique. Depuis 30 ans, toute pensée non conforme est une pensée interdite. Annie Lacroix-Riz, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Alors, je suis universitaire, je suis professeur d'histoire contemporaine émérite, chercheuse en activité, et avant d'être 26 ans professeur des universités, j'ai été professeur du secondaire. Et donc, histoire contemporaine, ça c'est votre thématique? Alors oui, j'ai commencé l'histoire contemporaine dès que j'ai passé la Grègue, c'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse d'État dès que j'ai passé la Grègue. Et d'ailleurs, il est vrai que je n'avais pas fait de maîtrise classique parce que j'ai été formé notamment par un grand maître qui s'appelle Pierre Villard, qui est un des plus remarquables historiens que je connaisse, qui disposait d'ailleurs d'une notoriété extraordinaire hors de France, et notamment en Amérique latine, qui était un spécialiste de la Catalogne moderne, mais qui était devenu contemporanéiste, et qui m'avait laissé faire. Je voulais acquérir une formation économique. Je comprenais bien que l'économie, c'était la clé de la compréhension des phénomènes, et il m'a autorisé à faire ma maîtrise, non pas en histoire, mais je lui ai dit, je voudrais lire Le Capital. Est-ce que je peux faire une maîtrise à partir du Capital? Alors, il m'a proposé un sujet, mais qui m'a permis, il y avait le Capital et les marginalistes, mais ça m'a permis de lire Marx. Je dirais d'ailleurs que c'est particulièrement important, parce que le mélange entre les archives et la lecture fondamentale de Marx a évidemment marqué mon parcours intellectuel de manière continue. Parce qu'effectivement, vous êtes marxiste, vous le revendiquez, enfin, c'est quelque chose qui est ouvertement reconnu et accepté. Et alors, comment est-ce que c'est cette maîtrise, cette découverte de Marx, du Capital de Marx, qui vous a attiré dans le marxisme, ou est-ce que c'est par d'autres biais?
Alors, d'abord, voilà, il se trouve que je vivais dans une famille qui avait favorisé plutôt l'esprit critique, en plus qui faisait partie des familles qui avaient plutôt nettement souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, je pense que l'esprit critique, ça incite évidemment à chercher des choses qu'on ne vous raconte pas. Et quand j'avais 16 ans, j'ai découvert le marxisme, j'ai découvert Marx. Ça m'a tellement intéressé que quand j'en avais 19, j'ai voulu lire Le Capital, et je savais bien qu'on pouvait, si on voulait lire Le Capital, il fallait y passer vraiment longtemps. Et il se trouve que la lecture du Capital, la compréhension du phénomène de l'exploitation, de la valeur, etc., ça m'a donné une base qui est devenue absolument inexpugnable parce que l'histoire est quelque chose qui, je dirais, qui du point de vue de la compréhension, enfin, du marxisme, de l'analyse historique, etc., si vous voulez, ne peut pas être abandonné à partir du moment où vous êtes en contact permanent avec les archives. Parce que l'histoire est une discipline qui est une discipline finalement de démonstration. Quand vous avez des archives, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des lois de l'histoire, que l'histoire, c'est l'histoire des luttes sociales, que c'est l'histoire des luttes de classe. Et je pense que c'est, bien sûr, cette formation et le contact que je n'ai plus jamais abandonné à partir de 1970 avec les archives, c'est-à-dire avec les archives originales, et un contact qui n'a jamais cessé. J'ai passé ma vie à alterner, évidemment, il y avait les activités d'enseignement, mais à alterner la recherche en archives et la rédaction. Quand vous êtes historien, bien sûr, vous partez avec un présupposé. Tout le monde part avec des présupposés. Et je défie n'importe quel historien de prétendre qu'il ne fait pas de politique. On ne fait pas d'histoire quand on n'a pas une idée politique derrière la tête. Ça n'est pas vrai. Je n'en connais pas d'historien comme ça. Et ce travail d'archives que vous utilisez donc pour vos travaux vous permettent de comprendre, j'imagine, aussi des phénomènes d'actualité. Il y a la guerre en Ukraine actuellement. Et comment, avec le regard de l'historienne, comprendre cette guerre qui se déroule actuellement ? Alors, la guerre d'Ukraine, comme n'importe quoi, c'est une guerre, évidemment, enfin, c'est un phénomène qui demande une approche de long terme. C'est ça d'ailleurs qui est le plus remarquable. C'est quand vous faites, comme moi, des études d'histoire très très longtemps, forcément, vous êtes tenté d'analyser des phénomènes sur une période assez longue. Ce qui est absent des médias d'ailleurs, ce traitement de l'histoire. Voilà. Bon, en ce moment, de toute façon, sauf, je le constate avec quelques satisfactions, je dirais c'est pas depuis quelques semaines, depuis quelques jours, on entend une ou deux voix, une ou deux voix dans des grands médias, on entend des gens mettre en cause là, la doxa, les âneries qui circulent. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur le Vatican. Et travaillant sur le Vatican, évidemment, et travaillant sur l'Europe, j'ai travaillé sur l'Europe orientale. Et c'est comme ça que j'ai perçu la question ukrainienne, à laquelle, autrement, je ne me serais jamais intéressé. Question ukrainienne qui intéresse donc les grandes puissances, l'Allemagne, les États-Unis. Parce que, comme évidemment beaucoup de régions, si vous voulez, la Russie est une caverne d'Ali-Baba. C'est clair, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Avec des matières premières. Voilà, avec une richesse en matières premières gigantesque. Bon. Et par conséquent, un État faible. Même à l'époque du tsarisme, plus de 30 000 kilomètres de frontières, terrestres, de frontières à défendre, c'est cauchemardesque. Donc c'est un pays qui a toujours été faible. Même quand il a été impérialiste, il a été un impérialiste très faible. Et donc, la question de la Russie, c'est une question
qui a été permanente, pour ce que j'en sais évidemment, à l'époque moderne, avec quelque chose qui se dessine et qui est les coups de boutoir permanents du monde germanique contre la Russie, parce que, voilà, que ce soit l'empire des Habsbourg, puis, et les principautés allemandes et puis l'État allemand unifié, tout le monde veut profiter de cette extraordinaire richesse conjuguée à beaucoup de faiblesses. Donc terre à conquérir. Voilà, c'est-à-dire manger l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie, c'est un peu les séparer, c'est un petit peu, si on était raisonnable, comme proposer qu'on enlève l'Île-de-France à la France, parce que, voilà, ça conviendrait. Je dirais que c'est encore pire que l'Alsace. C'est vraiment le cœur du royaume de France, et l'Ukraine et la Russie, c'est au contraire de ce qui est répété aujourd'hui, une histoire commune. Bon, ça, c'est le premier point. Et il se trouve que dans cette riche Russie, l'Ukraine est quelque chose qui... Il y a eu un remarquable analyste, je dois dire, remarquable, qui l'a constaté. L'Ukraine a fait baver d'envie tous les impérialismes existants depuis les années 1890. Je rappelle que c'est en 1892, avec de Witt, que s'ouvre la Russie tsariste au capital étranger, le libéralisme, le voilà, et que à partir de ce moment-là, tout le monde se goinfre sur la Russie et contrôle toutes ses industries, toutes ses activités, ses banques, etc. Et tout le monde se partage le morceau. Hein. Et dans ce partage de morceaux, puisque ça a commencé évidemment sur les marges, ça n'est pas allé que sur les marges, hein, les Anglais ont mis la main sur les mines d'or de l'Alena. Bon, mais les marges étaient les plus importantes, que ce soit les pays baltes, qui, je rappelle, quand même appartenaient à l'Empire, hein, bon, ou l'Ukraine. Et donc, l'Ukraine est la plus riche. Parce que dans le développement des années 1890, les découvertes de minerais, le charbon, le fer de Krivoïrog, etc., c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, la caverne d'Ali Baba. La Russie, devenue soviétique, a vu débouler 14 puissances sans déclaration de guerre sur son territoire, ce qui lui a coûté plus que la totalité des morts de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'était en 1918, 17-18. Ça, c'est 18-20. Ouais. Il se trouve que quand les Occidentaux, bon 14, hein, vous imaginez que ça fait du monde, c'est bien simple, sauf la Chine, qui est devenue populaire et qui attire aussi la vindicte de l'Occident, sauf la Chine, vous y retrouvez tous les soutiens actuels de l'Ukraine de Zelensky. Le Japon, les États-Unis, la France, l'Angleterre, bon, une partie des pays baltes, etc. Bon. La Tchécoslovaquie, alliée de la France, etc. Et donc, ces gens qui sont installés en Russie, les Anglais, parmi eux, qui sont quand même parmi les chefs de la coalition, établissent à ce moment-là ce qu'on a appelé, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est, la ligne Curzon. Hein, c'est le secrétaire aux affaires étrangères, Lord Curzon, qui, en 1920, 1919, pensant encore qu'on va pouvoir se partager la Russie, puisqu'on va écrabouiller les bolcheviks, propose une ligne ethnique. Et on est au cœur de la situation actuelle. C'est quoi la ligne ethnique ? C'est-à-dire que la Russie de Lvov, l'Ukraine de Lvov, elle devrait être russe. S'il y a les Blancs qui gagnent, on leur redonnera ça. Et puis finalement, comme c'est pas les Blancs qui gagnent, la très réactionnaire France
deuxième chef de file de la coalition anti-soviétique de 1918-1920, aide l'agressive Pologne à se manger 200 kilomètres de zone ethnique ukraino-ruthénienne. Pas du tout polonaise, ukraino-ruthénienne. C'est la Pologne de la Galicie orientale. C'est-à-dire que, au lieu que la Russie ait ses frontières ethniques, ben, elle ne les a pas. Et c'est donc la Pologne qui prend l'affaire. La Pologne, elle voudrait toute l'Ukraine. Et vous savez, d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, que malgré les grands câlins que se font par ces temps la Pologne actuelle et l'Ukraine actuelle, il y a des grosses frictions. Tout simplement parce que la Pologne a traité ces Ukraino-ruthéniens de manière abominable. De 1920-21, hein, où les soviétiques reconnaissent la prééminence polonaise, hein, par le traité de Riga, les Polonais donc contrôlent toute l'Ukraine de Lvov et se font haïr. Parce que, ce qui n'est pas connu, la Pologne catholique latine, haïe du Vatican, traite très mal les catholiques uniates ukrainiens de Pologne. Et moi, je viens de lire récemment, encore, je ne sais plus dans quel article de journal, qu'il paraît que les Russes avaient supprimé toute liberté en Ukraine, qu'ils avaient écrabouillé la langue, etc., alors que les Polonais non. Mais écoutez, je suis quand même désolée de dire, et je ne dis pas ça simplement parce que je suis russophile ou soviétophile, que la Russie soviétique, c'est même un reproche que lui font les actuels gouvernants, dont Poutine, a montré à l'égard des nationalités, je dirais, une très grande compréhension, puisque elle leur a donné des droits que ces nationalités n'avaient jamais eus, y compris l'Ukraine, qui a eu la possibilité de développer sa langue. Évidemment, la langue russe était, je dirais, comme la langue française en France, la langue administrative, la langue d'enseignement, etc. Mais le reste avait droit de cité, était enseigné, la littérature en ukrainien existait, rien de tel en Pologne. Parce que la Pologne, elle a ravagé toute autonomie ukrainienne. Et comment on en arrive aux États-Unis alors, peut-être pour Alors, les États-Unis, je dirais qu'en Ukraine, ils sont comme tout le monde. Hein. D'abord, ils y ont mis les pieds avant 1917, comme leurs petits camarades investisseurs, et puis ils y ont remis les pieds à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, un peu sous le couvert du capital financier allemand. Donc ils sont souvent associés avec les Allemands qui s'étaient assurés des positions extrêmement intéressantes en Union soviétique, puisque ces petits malins avaient reconnu les premiers l'Union soviétique en 1922, ce qui leur a donné de gros avantages en Union soviétique, y compris en Ukraine. Bon. Mais, si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure d'un Polonais très, très, très intelligent, un type qui s'appelait Roman Dmowski, qui était un homme d'extrême droite, mais un homme d'extrême droite comme ça existait à l'état de Thrace, mais comme ça existait en Pologne, c'est-à-dire un non-russophobe qui redoutait plus que tout, catholique, hein, qui redoutait plus que tout l'influence délétère du Vatican sur la Pologne. Et il avait fait, dans un ouvrage sur la Pologne, il avait fait un chapitre sur l'Ukraine qui est un vrai bijou, en 1930, dans lequel il disait « Tous les impérialismes se goinfrent, veulent se goinfrer l'Ukraine, la Russie ne laissera
jamais l'Ukraine. C'est comme si on lui arrachait les dents, c'est faire d'elle un pays consommateur au lieu d'un pays producteur, c'est la tuer. Et donc jamais elle ne laissera passer l'Ukraine. Alors, dit-il à l'époque, et il a bien raison, l'Ukraine pour l'instant c'est l'Allemagne qui veut la manger. J'ai expliqué, et dans le Vatican, l'Europe et le Reich, et dans mes ouvrages sur les années 30, c'est-à-dire Le choix de la défaite et de Munich à Vichy, j'ai expliqué ce qu'était ce projet allemand sur l'Ukraine qui ne souffrait pas de concurrents. Jusqu'à l'arrivée des Américains. Jusqu'à l'arrivée des Américains, parce que tout ça va très bien. Voilà, on contrôle plus très bien, d'ailleurs, évidemment, puisque la guerre, à partir de 1941, se passe quand même nettement plus mal que prévu. Enfin, ils ont quand même mangé en pillant l'Ukraine à partir de l'été 1941. Hein. Et donc, les Américains arrivent. Et on retrouve l'alliance Vatican, Allemagne, parce qu'en fait, c'est le chéri du Vatican, l'Allemagne. Hein. Mais chéri du Vatican, il faut bien s'arranger avec les Américains. C'est-à-dire l'alliance entre le Vatican et l'Allemagne nazie. Voilà. Bah, pas seulement nazie. Le Vatican... Mais à cette époque-là, disons. Voilà. Avec l'Allemagne nazie, naturellement. Je renvoie à l'ouvrage sur le Vatican. Mais évidemment, au-delà aussi. Hein. Bon. Et donc, bien sûr que qui va fournir l'argent en particulier de l'exfiltration de masse des criminels, de l'exfiltration, recyclage de masse des criminels de guerre. Les Américains. Et ça, c'est intéressant, justement. Cette exfiltration, donc après la guerre... Non, elle commence avant. Elle commence avant. Elle commence avant. Alors, il y a toute une série d'ouvrages. Il se trouve que la réédition de mon bouquin sur le Vatican, elle est de 2010, mais entre la fin des années 90 et 2010, il y a eu une floraison extraordinaire de livres, vraiment extraordinaires, d'ouvrages sur cette exfiltration, sur ce recyclage-exfiltration. C'est-à-dire que les États-Unis ont récupéré des anciens collaborateurs nazis. Ils ne les ont pas seulement récupérés, ils les ont sauvés en masse. C'est-à-dire que... C'est-à-dire combien moi, ces chiffres des dizaines de milliers d'Allemands, des dizaines de milliers de Croates, des dizaines de milliers... C'est au total par centaines de milliers même, parce qu'on a recensé pratiquement 60 000 Allemands, des dizaines de milliers de Croates... Ça en fait beaucoup, hein. Ça fait plus de 250 000 personnes. Et donc, ils leur donnaient un visa pour les États-Unis où ils étaient... Alors, il y a eu diverses choses. Vous savez bien que ça, c'est connu, je dirais, pas seulement dans les relations avec le Vatican. Vous savez bien que la conquête spatiale américaine, elle a été très largement faite avec les criminels de guerre que les Américains ont cueillis. Alors c'était très drôle, un très bon historien de ce qu'on a appelé le projet Paperclip, le projet trombone, c'est-à-dire ce grand projet de récupération de toute l'avance d'armement allemande. Clarence Cannon a étudié ça, un des premiers en 1974, et il montre comment, c'était très drôle, au printemps 1945, les nazis, les chefs nazis, les scientifiques nazis, qui avaient une responsabilité écrasante, je dirais même jusque dans le processus d'exploitation par la mort. C'est eux qui ont géré Dora, c'est-à-dire le centre des fusées qui a fait mourir une série de déportés morts de travail. Hein. Eh bien, les Américains se pointaient et les autres, les Allemands, leur ouvraient les bras en leur disant que ça y est, on faisait ami-ami, on partait ensemble. Il y a des Américains quand même que ça avait un petit peu choqué. Vous voyez, vous imaginez accueillis en avril 1945, parce qu'ils arrivent en Allemagne à partir de février, voilà, par des gens qui disent très bien, on se retourne. Entre parenthèses, d'ailleurs, le retournement, je l'ai montré dans des travaux, le retournement ne datait pas de 1944, puisqu'on préparait le retournement des fronts
à partir de 42-43 quand même. Hein. Donc, on fait l'exfiltration recyclage, c'est pas seulement une exfiltration, c'est un recyclage. Et alors, dans le recyclage, bien entendu, il y a des gens qui s'étaient occupés de l'Ukraine, puisque l'Ukraine était une des régions occupées, puis la plus riche des régions occupées, hein, jusqu'à sa libération totale, parce que la libération totale de l'Ukraine, c'est le Lvov en juillet 1944. Alors l'exfiltration, elle passe aussi par l'Ukraine, et les Américains s'installent en Ukraine grâce aux Allemands. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ils récupèrent en mai 1945 Gehlen, le général de la Wehrmacht, nazi. Alors là, vous me direz, quand tu n'étais pas nazi, c'était pareil. Mais bon, lui était quand même nazi, membre du NSDAP, etc. Et donc, ils récupèrent Gehlen. Et qu'est-ce qu'ils font de Gehlen ? Qui s'était occupé de l'Ukraine, qui avait été responsable des interrogatoires, c'est-à-dire en gros, dont les services avaient interrogé, on imagine comment on interrogeait les prisonniers de guerre qui n'avaient pas tué. Ça fait à peu près 3 millions, hein, puisqu'ils en avaient tué au moins autant en les faisant notamment mourir de faim. Et donc, ils utilisaient... il avait des renseignements sur l'Union soviétique, des caisses, hein, des valises. Et donc, il les mène très gentiment à la valise qu'il a déposée en Bavière, et il le recrute tout de suite. Il le recrute, il lui installe dans le gros centre d'exfiltration-recyclage de Munich, qui est en Bavière, capitale de la Bavière et une des capitales de la zone américaine, hein, l'autre c'est Francfort, enfin bref. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il est sollicité pour s'occuper de l'Ukraine. Et ça passe par des opérations de harcèlement, du bazar, du sabotage, etc. Et qui dirige ça avec ses équipes ? Et puis ses petits amis ukrainiens, puisque c'est avec Bandera, c'est avec les bandéristes que Gehlen a travaillé. Donc, qui dirige ça ? Stepan Bandera, qui est donc ce collaborateur ukrainien. Voilà, qui est un... Alors, si vous voulez, Bandera, c'est un phénomène très, très intéressant, parce que c'est le personnage... c'est le fanatique uniate type. Père prêtre uniate, entièrement soumis à Andrei Sheptiki, c'est-à-dire l'évêque de Lemberg, devenu évêque de Lvov, et qui, nommé évêque de Lemberg, autrichienne, en 1900, est à partir de 1907 affecté à la conquête de l'Ukraine, non plus autrichienne, mais allemande, et qui va servir sous 4 papes le Reich jusqu'à sa mort en novembre 1944. Le père de Bandera, de Stepan Bandera, et Stepan Bandera lui-même ont été entièrement sous la coupe de ce convertisseur de force des orthodoxes, qui évidemment a vécu une période idyllique qui est dans la nécrologie du monde, enfin un rappel historique, parce que je viens d'en lire un de 63, puisqu'il était mort en 1944, on expliquait que le brave Sheptiki avait été quand même très sympathique, parce que bien sûr il avait eu des douceurs pour l'Allemagne, mais quand même pas du tout, il avait protégé les populations. Alors ça, si vous voulez, c'est une invention comme Stepinac en Croatie, hein. C'est-à-dire, voilà, non, pas du tout, il n'a jamais protégé les Russes, c'est un assassin, c'est un protecteur de tortionnaires, et évidemment, lui, il n'a pas pu passer à l'ère américaine, puisqu'il est mort en novembre 1944. Mais c'est son successeur, Butchko, qui a assuré ça, qui était son évêque auxiliaire depuis 1929, et qui a assuré ça désormais avec l'argent américain.
mais toujours l'aide allemande. Et vous voyez d'ailleurs comment la conquête de l'Ukraine pose aux amis, aux rivaux alliés allemands et américains des vrais problèmes. Parce que les Américains ont pris goût à l'affaire et depuis 1944 sont passés à une affirmation de plus en plus franche et résolue que l'Ukraine, c'est pas un petit bout un bout pour eux et puis un bout pour les autres, c'est l'Ukraine pour nous. Voilà, et par conséquent, on peut bien penser que dans la conjoncture actuelle, c'est un peu délicat. Revenons à Bandera peut-être, puisqu'on n'a pas Oui. fini sur lui. Donc Bandera, pendant la Deuxième Guerre mondiale, collabore avec l'Allemagne nazie qui est présente en Ukraine. Il a collaboré avec l'Allemagne avant même l'ère nazie. Il faut se rappeler que c'est en 1929 qu'est fondé le mouvement ukrainien, c'est-à-dire l'organisation nationaliste ukrainienne, 29, avec bien sûr des forces d'extrême droite. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est seulement un phénomène nazi, c'est un phénomène d'expansion germanique. Hein. Il faut savoir aussi, alors je recommande aux gens qui nous entendent, s'ils ont une petite visite à faire aux archives du Quai d'Orsay, à La Courneuve-Aubervilliers, de s'atteler à la consultation des fonds dits nouvelle série de 1898 à 1920, on y voit que les Allemands donc l'Empire allemand, a financé l'autonomisme ukrainien de manière continue à la fin du XIXe siècle. Continue. Et ça n'a jamais cessé. Ça a continué sous Weimar. C'est en 1929 que Weimar finance la création de l'organisation dirigée par Bandera. Et puis, dites donc, c'est un militant fort actif. Il a 20 ans quand il fonde ça, avec Liebet, Stetschko, etc. Et ce sont des terroristes. C'est pas compliqué. Ils sont là pour faire éclater la Pologne, qu'ils détestent, évidemment pour aider les Allemands à manger la Russie. Et ils font ça parce qu'ils sont très connus avant-guerre en Galicie orientale. Ils assassinent un ministre polonais, ministre de l'Intérieur, 2 jours après qu'il a accueilli avec les honneurs, la grande pompe, le cher Goebbels, parce que vous savez qu'à l'époque, la Pologne adore Hitler. C'est dommage, les Allemands aiment moins les Polonais que les dirigeants polonais n'aiment les Allemands, ce qui se termine très mal pour la Pologne. Mais on est complices, et les Polonais font d'ailleurs semblant de croire, je dis semblant, hein, parce que quand vous regardez bien les archives, vous avez quand même très bien compris. Les Polonais font semblant de croire que les Allemands, auxquels ils vont céder Danzig, vont les aider à conquérir la Pologne. Évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif. Et ça vous explique d'ailleurs aussi les crimes, et puis les crimes de masse de la guerre. Le fait que ces jours-ci, ces temps-ci, on voit tout d'un coup les Polonais un petit peu estomaqués, qui dans l'affaire ukrainienne ont joué le rôle qu'on sait, un peu estomaqués, quand le très récent ancien ambassadeur ukrainien en Allemagne, qui est maintenant ministre de je ne sais plus quoi, vient célébrer les actes des bandéristes, y compris les 100 000 morts de Volhynie, parce que les bons bandéristes, ils ont quand même tué 100 000 Polonais minimum, hein, dans cette affaire. Alors, de tout y passer, hein, les Juifs... Ça c'était pendant la guerre. C'est pendant la guerre. Donc, pendant la guerre, les Juifs, alors ça, toute nationalité, c'est bon, hein, les Juifs, les Polonais, haïs, les Russes, bien sûr, ça va de soi,
Et les Ukrainiens, je dirais, pas d'accord. C'est-à-dire que personne ne prétend, moi de même, que les Ukrainiens sont tous nazis, pas du tout. Évidemment, c'est une minorité d'Ukrainiens. Mais parce qu'on voit justement que ces groupes-là, ces groupuscules-là, sont encore présents aujourd'hui, enfin leurs descendants sont encore présents aujourd'hui en Ukraine sur le terrain de guerre. C'est pas qu'ils sont présents. Écoutez, moi, je recommande vivement à ceux qui nous entendent aujourd'hui de lire, de lire quelques petites choses. Alors, ceux qui sont anglophones, ils iront lire la thèse de Rosolitsky Liebe, qui est une thèse extraordinaire sur Bandera. 800 pages sur Bandera. Avec ça, ils sauront tout. C'est quelqu'un qui, évidemment, analyse les liens entre les terroristes uniates ukrainiens et le Reich, les terroristes uniates ukrainiens et les États-Unis à partir de 1944-1945. Et, je dois dire, avec une honnêteté et avec un courage tout à fait remarquable. Les gens qui nous écoutent peuvent aussi, je dirais même, doivent aussi lire l'ouvrage qui a été publié par deux historiens qui travaillent régulièrement avec le département d'État, qui s'appellent Breitman, Richard Breitman et Godda. J'ai oublié le prénom de Godda. Ça s'appelle Hitler's Shadow. Il montre, ça s'appelle, c'est le sauvetage des criminels de guerre, donc les Allemands, mais il y a un chapitre 5 qui est entièrement consacré à l'Ukraine, entièrement. Il raconte que, à partir de 1944-45, les États-Unis prennent le relais en relation avec les Allemands. Et il montre comment s'organise le travail de sape de l'Ukraine. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, le projet général de destruction de l'Union soviétique. Et ce projet de destruction de l'Union soviétique, donc au cœur de... c'est pas la zone d'influence, c'est au cœur de l'Union soviétique, c'est-à-dire la saisie de l'Ukraine. Et ce qui consacre à l'Ukraine, c'est-à-dire les opérations en Ukraine, les opérations militaires qui durent jusque dans les années 50, qui sont confiées à deux personnes, officiellement à partir de 1948, une petite équipe tout à fait bien. Un type s'appelle Frank Wissner, qui est un avocat d'affaires. Ça se fait beaucoup parce que la CIA, l'OSS et la CIA sont truffés d'avocats d'affaires. Ce sont des gens très bien. Comme Allen Dulles, par exemple, qui est son directeur Europe et puis qui devient plus tard le directeur de la CIA. Et donc, vous avez ce petit Wissner qu'on a envoyé à l'été 1944 en Roumanie pour empêcher la soviétisation de la Roumanie, mais ça n'a pas marché. Alors, il a passé sa vie, lui, je dirais, à tellement faire la croisade contre l'Union soviétique que ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça l'a rendu fou. Il s'est suicidé après il est devenu fou après l'échec de l'opération hongroise, c'est-à-dire en novembre 1956, mais fou. Et il s'est suicidé en 1965 en étant persuadé que les Russes allaient débarquer dans son coin à New York. Bon, tout le monde ne finit pas comme ça. Mais c'était un personnage tout à fait remarquable. Il y a une bibliographie sur lui gigantesque. Et le deuxième est très intéressant. C'est George Kennan. Il a dit sans arrêt, arrêtez avec l'extension de l'Ukraine, de l'OTAN. N'étendez pas l'OTAN à l'Est. C'était tout à fait amusant parce qu'il avait été le symbole même de la guerre froide. Puisque c'est lui qui a formalisé cette théorie de l'endiguement. C'est lui qui était chargé de la consigne 10/2 qui visait la destruction de l'Union soviétique et de la zone d'influence. Donc il a fait ça pendant un bout de temps, et puis quand il a fait autre chose, il a commencé à raconter la vérité, c'est toujours très intéressant. Donc, c'est cette petite équipe, mais enfin avec des gros effectifs, c'est cette équipe qui fiche la pagaille en Ukraine, voire le chapitre 5. Je pense que nos spectateurs seront surpris. Et comme
comme le chapitre se termine en 90, comme ils disent, juste à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique. Vous imaginez où on en était en 91. Et en 91, évidemment, on connaît moins de détails parce qu'on n'a pas les sources historiques. Mais on a Madame Nuland. Elle s'est occupée du financement du bazar en Ukraine, c'est-à-dire de la révolution orange de 2004 et de tout ce qui a suivi. Et il se trouve, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'en 2013, donc vous voyez, c'est juste avant Maïdan, elle fait une conférence. En novembre 2013, ça doit être le 20 novembre, 15 jours avant, avoue-t-elle... Alors, c'est une conférence financée par Chevron, vous savez, le grand groupe pétrolier. Et voilà, alors elle y explique que les États-Unis ont, depuis les années 90, consacré au triomphe de la démocratie en Ukraine 5 milliards de dollars, donc de propagande. Hein. Et puis, en janvier 2014, vous voyez, c'est juste avant Maïdan, elle va devant le comité des affaires étrangères du Sénat. On a le document du Sénat, c'est-à-dire des auditions du Congress. Hein. Les gens chercheront, ils trouveront le lien. On a tout le document. Et là, elle y explique, on comprend pourquoi la conférence a été, a été financée par Chevron. Elle y explique que Chevron vient en novembre, 5 novembre 2013, de conclure un accord avec l'Ukraine pour lui 10 milliards de dollars pour faire des investissements pétroliers, ce qui permettra, dit Madame Nuland, de libérer l'Ukraine de la tutelle russe. C'est avant Maïdan. Et Madame Nuland est devenue très célèbre quand elle a fait la cantinière pendant les émeutes de Maïdan, parce que c'est elle qui distribuait des petits pains chauds. Bon. Et puis depuis, avec une seule abstention de 4 ans, parce qu'elle s'est abstenue, elle n'aimait pas Trump. Donc elle s'est abstenue à l'époque Trump, et elle a repris sa fonction depuis 2016. Auprès de Blinken, secrétaire d'État, et de diverses éminences, évidemment, de Biden éventuellement, elle fait la pluie et le beau temps. C'est elle qui s'est rendue célèbre. Je recommande la fiche Wikipédia en anglais, pas la fiche en français, elle ne vaut rien, mais la fiche, encore qu'elle révèle quelques petites choses. La fiche en anglais raconte comment Madame Nuland a fabriqué les premiers gouvernements, les suivants d'ailleurs, post-Maïdan au téléphone, en expliquant comment celui-là, on le voulait bien parce qu'il était très bien. Eh bien, vous me posiez des questions tout à l'heure sur le maintien des nazis. C'était Pravisector, c'était tous ces groupements qui, on le sait, ont fait un peu désordre ces derniers temps avant qu'on ne transformât le groupe Azov en héros de l'indépendance nationale, comme d'ailleurs Bandera. Enfin, tout ceci, ça nous mène à une situation qui n'a rien à envier à ce qu'on appelait le bourrage de crâne de 1914-1918, qui, ces jours-ci, commence, je ne sais pas pourquoi, mais ça sera très intéressant de l'interpréter, à être un peu battu en brèche par 2 ou 3 voix qu'on laisse s'exprimer. Je pense à Edgar Morin, 101 ans, avec la mémoire aussi fraîche que l'avait George Kennan, et qui dit ça commence à bien faire et qu'on traite dans le monde de vieux gâteux, un peu dépassés par les événements, etc. Il y a Todd, je trouve extrêmement intéressant que ce soit parmi des intellectuels juifs, dont on ne peut pas dire qu'ils tous étaient très philo-soviétiques, que ces temps-ci, avec une certaine conscience quand même, de choses qui sont ineffaçables. Il y a des interdits. Hein, ça n'est pas le cas de tout le monde. Madame Nuland est juive. Hein, bon,
Donc ce n'est pas une garantie. Mais on remarquera que Morin, que Todd, qu'Arno Klarsfeld, qui manifeste un certain courage, disent que, et Arno Klarsfeld, je le remarque avec regret, ne parle que des juifs, il ne parle pas des morts non-juifs, mais qu'un certain nombre de juifs se rendent compte quand même que, au nom de la défense de l'Occident, on est en train de réhabiliter bel et bien dans ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire grosso modo les anciennes puissances coloniales, on est en train de réhabiliter le nazisme. Connaissant cette histoire dont on vient de parler longuement, quelles sont les responsabilités dans ce conflit? Bon, deux choses. La guerre de l'Ukraine aux zones de l'Est a été une guerre épouvantable. C'est vrai qu'elle aurait pu faire 200 000 morts, elle en a fait 14 000. Bon. Mais ils ont été bombardés, ces gens du Donbass, hein, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk, voilà, et le Donetsk. Tout ça a été martyrisé pendant 8 ans et a suscité le même manque d'intérêt que les bombardements sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur la Syrie, sur 14 000 morts à l'Est. On s'en fiche, ça ne compte pas. C'est comme les morts du Yémen, ça ne compte pas. Bon, je rappelle quand même que les bombardements américains sur ces régions, sur ces pays, pardon, ont été des bombardements qui ont, par exemple, ravagé l'Irak, qui ont ramené l'Irak à l'âge de pierre. Il y a eu 8 ans de guerre, pendant lesquels Poutine s'est fait tirer l'oreille parce que le Donbass le suppliait d'intervenir, il n'intervenait pas. Il avait quand même dit, notamment depuis 2007, 3 ans après la Révolution orange, et surtout alors que n'avait cessé de gagner depuis 1991 l'otanisation de l'ancienne zone d'influence soviétique, il avait quand même dit qu'il y avait des butoirs. Et que, parce que quand même, les fusées russes ne sont pas au nez des États-Unis. Non, là, les missiles américains sont au nez de la Russie. Et Mearsheimer l'a dit, tous les gens raisonnables l'ont dit, l'Ukraine est devenue une pure serve des États-Unis qui contrôle, on nous a dit que ça n'était pas vrai, mais j'ai vu des études différentes qui ont l'air de dire que c'est vrai, que les États-Unis contrôlent de plus en plus de terres en Ukraine et qu'ils ont pris des intérêts majeurs dans une série de secteurs, notamment le secteur chimique et pharmaceutique, bon, et que cette influence américaine en Ukraine s'est traduite par un armement jusqu'aux dents, avant l'attaque russe, jusqu'aux dents, et une intégration de fait depuis juillet 2021 dans l'OTAN. Or, la Russie avait dit, mais elle a quand même bien le droit de le dire, elle avait dit qu'il fallait s'arrêter. Elle l'avait dit, qu'il y aurait un moment où elle dirait non. Elle a dit non, l'Union soviétique, quand la Finlande, en 1939, est devenue ouvertement un allié de l'Allemagne nazie. Je dirais que l'affaire ukrainienne, elle est, beaucoup d'intellectuels américains l'ont dit, elle est l'équivalent de ce qui s'est passé, je dirais, à une échelle accrue, elle est l'équivalent de ce qui s'est passé quand les Russes ont dit non en Finlande. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, c'est la Russie qui, en apparence, a déclenché la guerre. C'est comme elle avait déclenché la guerre fin novembre 1939
contre la Finlande, après avoir tenté pendant un temps considérable de trouver un accord. Ça n'était pas possible puisqu'il fallait absolument conduire à la guerre. Nous avons là une agression de ce que j'appellerais le type finlandais de 1939. C'est-à-dire que la Russie avait dit qu'il y avait un butoir, le butoir a été franchi, elle s'est décidée à défendre les gens du Donbass qui peinaient depuis 8 ans. Les États-Unis nous mettent par leurs appétits en Russie dans une situation, c'est vrai, qui nous fait entrer dans une troisième guerre générale. Bien entendu, quand on partage la doxa, écoutez, on entend, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais enfin en France, on a entendu un lot de spécialistes qui n'ont jamais vu une archive de leur vie, qui sont des ignorants totaux, qui simplement ont le droit à la télé, à la radio ou à la grande presse parce que ils serinent que Poutine est un cinglé, paranoïaque, cancéreux, etc. On peut pas, on va pas durer comme ça pendant 10 ans. Il va bien falloir revenir. Ça certainement, comme a dit aujourd'hui le ministre, je crois, de l'énergie du Qatar. Ben, grand Dieu, les Européens vont bien être obligés de revenir au gaz russe, hein, parce qu'il y a un moment où il faut négocier. Voilà. Quand on arrive à une situation où depuis 40 ans, l'histoire scientifique est détruite, je dis bien détruite. Si vous saviez la différence qui peut exister entre le lycée que j'ai connu, le lycée dans lequel j'ai enseigné, et ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos enfants, c'est un abîme. Si on détruit l'histoire, on rend la population incapable de comprendre l'actualité. Nous avons, avec l'Ukraine, une démonstration parfaite des effets de la destruction de plusieurs décennies d'enseignement historique. Alors, il y a une thématique qui revient souvent dans vos ouvrages, c'est la synarchie. Vous avez aussi été pas mal critiqué sur cette chose-là. Alors, mais peut-être déjà, qu'est-ce que la synarchie ? Je dirais que c'est assez simple, hein. La synarchie, c'est un groupement constitué d'éléments dirigeants du capital financier qui s'est constitué ou reconstitué en 1922, on ne sait pas exactement à quelle date d'ailleurs, à l'origine avec 12 participants, dont il se trouve que la police, les renseignements généraux de la Sûreté nationale ont eu la liste début 1945, puisque je l'ai consultée, elle figure dans mon ouvrage, elle figure entière dans mon ouvrage qui s'appelle Le choix de la défaite, qui est le plus important, que j'ai consacré à la synarchie. Elle est constituée d'un petit groupe qui existe encore sous son nom ou un autre, parce que tous ces groupes existent encore, bien sûr, sous un nom ou un autre, parfois le même nom, parfois, vu les fusions, un autre nom. Mais sur les 12, dont on connaît 11, il y a 4 éléments du groupe Nervaux, du groupe de Nervaux, qui avaient des intérêts notamment en Afrique, notamment la Banque de l'Afrique occidentale. Donc c'est un groupe français, hein. C'est un groupe français qui a joué un rôle très très important, qui d'ailleurs en 1945 à un moment a supplanté dans le financement des partis, dans le financement des groupements politiques, la Banque Worms, qui était contrainte à une certaine discrétion vu les circonstances. Donc un quart était constitué par le groupe de Nervaux. C'est d'autant plus intéressant que le groupe de Nervaux et le groupe d'Henri Dumoulin de la Barthette,
qui a fait, dans un journal suisse, le 25 mai 1944, un descriptif remarquable de la Synarchie auquel manquait juste son groupe. C'est quel journal suisse Le Curieux. Ça s'appelait Le Curieux. 25 mai 44, époque à laquelle Dumoulin de la Barthette, un des plus importants synarques, Cagoulard et synarque, était attaché financier à Berne, où il avait pris la tangente à partir de la fin de l'été 1942, puisque, comme je l'ai montré dans un autre ouvrage, notamment dans les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis, les grands passages à la Pax Americana se sont opérés souvent à partir de 1942, à partir de l'été ou de l'automne 1942. Donc, il y a le groupe Nervaux, il y a le comité des houillères, il y a des hommes du comité des forges, dirigé par François de Wendel, dont on ne trouve pas d'ailleurs dont on ne trouve pas le nom François de Wendel dans les listes, mais dont on trouve le nom d'une foule de collaborateurs de François de Wendel. Je parle des listes ultérieures de la Synarchie. Il y a un grand financier. Bon, on ne va pas donner toutes les... Oui, ça en fait, c'est des groupes d'industriels 12 français. au départ. Ils sont 12 au départ. C'est-à-dire de gens qui, insérés dans le capital national et le capital international, sont convaincus que la solution qui sont en passe d'imposer à l'Italie, grosse débitrice, et qui va être obligée de mettre en œuvre un programme impitoyable contre les salaires, les revenus des paysans, etc., des Italiens, qu'il faut une solution autoritaire, un projet fasciste. Et alors c'est très intéressant, vous le noterez, parce que c'est précisément le fait que je ne travaille que sur les archives qui me permet de voir qu'en 1922, les policiers, qui ne connaissaient pas d'ailleurs, les RG, qui ne connaissaient pas encore le mouvement sous cette forme, connaissaient en revanche très bien le ralliement massif du capital financier à la solution fasciste. Parce qu'ils appelaient ça le fascisme, hein. Ils n'appelaient pas ça autrement. Alors, ce petit groupe, qui est un groupe de décisionnaires, il recrute d'abord, je dirais, de quoi améliorer l'appareil d'État. C'est-à-dire la crème de la crème, hein. Le produit de luxe de l'école libre des sciences politiques. Il recrute parmi les inspecteurs des finances et parmi les X, c'est-à-dire les polytechniciens, un peu les centraliens, et puis aussi un peu par-ci par-là les normaliens, parce que le normalien c'est considéré comme sachant écrire. Et donc, au fil des années, le groupe s'étoffe. Ça fait plusieurs dizaines d'adhérents, dont certains extrêmement importants, hein. Ernest Mercier, le roi de l'électricité, une liste qui devient énorme. Enfin, il y en a 46 considérés comme très importants, les 46 du dessus du panier, quand Chavin, je vais dire qui c'est, fait son rapport à Pétain au printemps 1941. Et la deuxième liste, je dirais de sommet, c'est la liste du comité des sociétés du comité des sociétés secrètes de juillet 42. Il y en a 99. Là, vous avez pas seulement d'ailleurs le dessus du panier. Vous avez le dessus du panier, c'est-à-dire les décisionnaires financiers, et puis quelques intellectuels quand même. Mais si vous voulez, les intellectuels, hein, l'intellectuel, ça sert à tout le monde, mais je veux dire, c'est pas décisionnaire. Hein. Bon, mais ce sont des
des lieutenants importants, bien sûr. Et donc ils essayent d'infiltrer l'État français. Les grands banquiers, ils l'infiltrent depuis la victoire, depuis le coup d'État de Bonaparte. Hein. C'est-à-dire que le coup d'État, c'est en fin novembre 99. En 1802, il fait la Banque de France et il offre l'économie de la France aux banquiers qui ont financé le coup d'État. Bon, hein, c'est une question de bon procédé. C'est ce que j'ai montré d'ailleurs dans le choix de la défaite. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est une chose indicible aujourd'hui. Dire que le capital financier tient tout. C'est-à-dire non seulement le capital financier, mais les grands intellectuels, les professeurs, un certain nombre de professeurs d'université, le monde juridique, l'armée, les chefs de l'armée. Qu'est-ce que c'est qu'un chef militaire, notamment un attaché militaire? C'est un représentant du capital financier de l'armement ici et là. Bon, je dirais qu'il n'y a qu'un marxiste qui peut se permettre de dire la société est entièrement contrôlée par ceux qui en détiennent le pouvoir économique. Vos critiques diraient que c'est justement parce que vous êtes marxiste que vous dites ça. Mais écoutez, c'est à la fois parce que moi je suis marxiste, évidemment que je n'ai donc pas le droit de m'exprimer, mais c'est surtout parce que mes collègues, je pense aux collègues qui a pris en charge l'affaire de la synarchie, c'est-à-dire Olivier Dard, et qui a été adoubé et vénéré à cet égard par tous les collègues. Je comprends d'ailleurs. Je comprends que tous les collègues, même pas Action française, même pas d'extrême droite, aient approuvé Olivier Dard pour une simple raison. C'est que parler de la synarchie, c'est parler du pouvoir financier, d'un pouvoir financier entre les mains d'une poignée de gens. C'est-à-dire que ça ne représente même pas ce qu'on appelle les 100 familles, c'est-à-dire les 100 plus gros actionnaires de la Banque de France. Vous savez que c'est un thème des préélectorales de 1936. Au début, ça n'est même pas ça. Et quand vous regardez les études économiques, on a osé dire, on dit dans ma fiche Wikipédia que je tire ça d'un rapport. Alors le rapport Chavin. On va partir du rapport, d'ailleurs, c'est très intéressant. En fait, il y a deux critiques qu'on vous fait sur ça. Elle n'a pas vu d'archives, le rapport Chavin, rien du tout. Oui, et instrumentalisation idéologique. Voilà, mais sur le rapport Chavin. Le rapport Chavin, c'est pas compliqué. Le rapport Chavin, il est fait parce que au début de 1941, il y a une grosse agitation. Il y a en fait un conflit entre les donneurs d'ordre et les exécutants. Les donneurs d'ordre, c'est la synarchie qui s'est appuyée sur les ligues fascistes qu'elle finançait. Et qui collabore avec l'Allemagne nazie à ce moment-là. Ah bah bien sûr, mais la synarchie aussi, elle collabore avec l'Allemagne nazie. C'est justement, oui, c'est la Oui, synarchie. bien sûr, tout le monde. Enfin, je dirais pré-nazi et nazi, c'est-à-dire avec le Reich. On se réconcilie avec le Reich, avec lequel on ne s'est d'ailleurs jamais fâché. Hein, parce que quand on connaît bien les choses, on s'aperçoit que la collaboration de la Deuxième Guerre mondiale, c'est à peu près la même, en plus grand, que la collaboration de la deuxième, c'est à peu près la même chose que la collaboration de la première, avec les mêmes firmes. Bon. Et revenons donc à nos moutons. Il y a un grabuge parce que les synarques ont pris tout l'espace et qu'ils ne sont pas assez reconnaissants avec ceux qui ne sont que cagoulards, c'est-à-dire les ligueurs, les ligues fascistes, qui sont constituées avec l'argent du capital financier en France depuis, disons, 23-24. Tout ce groupement qui a étudié remarquablement, avec encore insuffisamment d'archives, mon collègue américain Robert Soucy, étude qui lui a valu une guerre au couteau d'un certain nombre de spécialistes de Sciences Po, donc 33-39. Le titre c'est 33-39, en réalité ça va jusqu'en 41. Bon, donc il avait fait un truc très courageux, et il avait montré quelque chose, mon collègue, c'est que
les ligues fascistes avaient été formées par le capital financier. C'était pas du tout de la gauche pourrie. Si, ça n'était que très marginalement de la gauche pourrie, parce que c'est un groupement de droite et d'extrême droite qui a embauché, je vais expliquer pourquoi, quelques anciens militants ouvriers, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et que quand vous voulez faire un mouvement de masse, vous ne le faites pas avec des banquiers. On n'a jamais vu les banquiers à la tête d'un mouvement de masse. Encore que si, on est vu avec le parti de Doriot, mais il y avait quand même Doriot au premier rang en apparence. Bien. Donc Chavin, c'est qui? Comme ça se passe mal en 1941, on pense qu'il va y avoir un scandale qui va éclater, c'est-à-dire que dans la presse collabo, comme disent mes collègues, la presse collaborationniste de Paris, qui paraît-il serait très différente des collaborateurs de Vichy, etc. Dans la presse collabo, en particulier chez DA et compagnie, on va raconter des choses pas très sympathiques sur les donneurs d'ordre, notamment les donneurs d'ordre qui ont généré en 1937 la stratégie de la tension et qui ont pratiqué le crime politique comme on a pratiqué, comme la guerre de Bologne en 1980 et autres fantaisies de ce genre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 1937, l'assassinat politique a été fort pratiqué. Bon. Effectivement, il y a, à la suite du prétendu suicide de Jean Coutreau, et on va parler de ce suicide de Jean Coutreau, il se passe des choses très dommageables et des articles dans la presse collaborationniste de Paris qui parlent du scandale de la synarchie. C'est même la première fois qu'on utilise le terme de synarchie parce que, jusque-là, dans les enquêtes policières qui ont démarré en 1936-1937, à la faveur de la découverte des achats d'armes allemandes et italiennes d'une part, et à la suite de l'assassinat en janvier 1937 du russe Navachine, qui a été synarque, mais qui était un synarque plus anti-allemand et moins anti-russe que les autres, il y a des enquêtes policières. À ce moment-là, on appelle la synarchie une franc-maçonnerie blanche. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un regroupement, c'est une association secrète, et qui, comme elle est une association secrète, reposant sur un pacte, sur des codes, sur des interdictions de s'exprimer, sur le secret absolu, etc., est assimilée à la franc-maçonnerie. Sauf qu'à partir des années 1930, elle a des aspects, je dirais, plus communs avec la franc-maçonnerie, parce que elle absorbe une partie des francs-maçons, on va voir pourquoi. Bon, alors on dirait, ce Chavin, ce qu'ont raconté tous les gens qui se sont attelés à inventer, enfin à dénoncer le mythe de la synarchie. Ça a commencé en 1970, par un article d'un historien américain qui s'appelle Richard Quisel. Bon. Comme il s'agissait de dire que c'était n'importe quoi, on a dit que Chavin était n'importe quoi. Vous savez qui était Chavin? Chavin est un des chefs de la police de Vichy. Un des premiers. C'est-à-dire qu'il est directeur de la Sûreté générale, de la Sûreté nationale, ça s'appelle nationale. Il est directeur des renseignements généraux et directeur de la police. Vous savez ce qu'il a, Chavin, comme poste? Il a le poste qu'occupera, à partir d'avril 1942, Bousquet. Qui est-ce qui viendrait dire que Bousquet est un rigolo qui racontait n'importe quoi sur n'importe quoi? Mais donc son rapport est fiable, c'est ça que vous dites? Mais bien sûr que son rapport est fiable, parce que son rapport, il est avéré non pas par un petit document, ici, par-ci, par-là, que cette faux-folle d'Annie Lacroix-Ris a dégoté dans une pochette surprise, ou à peu près. Ce sont des milliers de documents.
écoutez, je travaille sur la synarchie depuis les années 90. Tout simplement parce que je les ai découvertes dans les années 90. J'aurais dû les découvrir avant. Je me suis aperçu que j'avais découvert le phénomène avant parce que j'ai retrouvé des notes d'archives de ma période de thèse d'État où j'avais rencontré la synarchie dans le dossier, par exemple, de René Belin. Mais comme ce n'était pas vraiment mon sujet parce que je travaillais sur l'après-guerre, j'ai mis ça dans un coin puis je n'avais pas compris. Et puis, dans les années 90, je travaille de manière absolument continue sur la collaboration économique. Et qu'est-ce que je vois ? Des tas et des tas d'archives allemandes sur les Allemands parlant des synarques. Et donc il y a des centaines de documents sur ce sujet-là. Mais oui, pendant la guerre. Et je dis d'ailleurs dans la première édition, parce que j'ai refait après en 2013 ce livre qui a été un nouveau livre parce qu'il y avait une masse de sources tellement considérable que voilà, j'ai beaucoup remanié. Et je dis à la fin du livre, écoutez, il y a un problème, parce que la question de la synarchie était déjà posée, hein, avec celle de la collaboration, parce qu'il paraissait aussi que la collaboration n'existait pas. Économique, elle n'existait pas. Et donc je dis, voilà, j'ai rencontré toute une série de dossiers, je n'ai pas pu jusqu'ici faire le point pour la raison très simple que les archives n'étaient pas ouvertes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas respecté la prescription trentenaire, on avait attendu et on allait passer à la prescription soixantenaire. Et en 99, ça fera 60 ans qu'on a passé 39, eh bien je vais aller voir. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien de 99 à aujourd'hui, j'ai passé mon temps à voir des documents sur la synarchie. Alors, disent mes contradicteurs, on va commencer par Olivier Dahr. Mais alors, Olivier Dahr, justement, il raconte dans un article, enfin dans son livre, Oui. disons, j'ai lu ça dans un article, que le pacte synarque a été brandi comme preuve définitive de l'existence de la synarchie, mais qu'il aurait été rédigé en fait par un petit cercle ésotérique qui s'appelle le groupe des veilleurs. Et que ce groupe surestimait de toute évidence ses capacités d'influence et qu'il avait pour ambition de créer un ordre synarchiste. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il en est de ça ? Monsieur Olivier Dahr n'a jamais consulté la moindre archive sur la question. Il a fait en 1998 un ouvrage qui s'appelle « Le mythe de la synarchie », ou un titre comme ça. Lisez-le. Il y a 2 archives dedans. Il y a un document de 46 de de veuve Coutreau, de Madame Coutreau, qui dit non, mon mari n'était pas synarque. Ah bon, c'est une archive, ça ? La synarchie est fondée en 22. Elle est active pendant toute la guerre. Elle est active après aussi. Hein. Ah bon, c'est une archive ? Non, ça n'est pas une archive. Et alors, ce monsieur, il a fait, parce qu'au début, il a fait la même chose qu'avait fait Quisel, dont je recommande la lecture, article spectaculaire, en 1970, dans une revue américaine spécialisée dans les études françaises, qui s'appelle « Le mythe de la synarchie ». Alors là, c'est un déversement d'agressivité de Quisel. C'était un personnage sympathique, il était venu à ma soutenance de thèse, il avait été charmant d'ailleurs. Mais il était l'historien d'Ernest Mercier, dont il voulait faire une sorte de technocrate assez sympathique. Enfin, il était quand même fondateur du mouvement fasciste Le Redressement Français en 1925, bon, comme technicien. Et puis, il a fini, si j'ose dire, il n'a pas fini, il a fini comme agent en chef de Knochen, le deuxième personnage de la SS, du Zippo-SD, pendant la guerre en France. Hein. Bon. Alors, il paraît que ça fait partie des industriels résistants. Alors, il nous fait cet article, que personne ne connaît pendant je ne sais combien de temps. Hein. Et puis, Dahr
sort ça en 98, qui dans les années 90 se met à disserter beaucoup sur ce qu'il appelle les non-conformistes. Alors ça, les non-conformistes, c'est une petite dénomination très séduisante de tous les fascistes dont les activités sont payées par le capital financier depuis les années 20. Mais c'est plus joli, les non-conformistes. Il se trouve que, sur la base de milliers de documents, écoutez, c'est bien simple, les derniers documents que j'ai trouvés, c'est les années 65-70, et encore parce que j'en ai pas vu d'autres, c'est-à-dire aux archives de la préfecture de police, des types, synarques importants de l'entre-deux-guerres et de la guerre, qui sont encore synarques en 1965 ou 70, dont Henri d'Avernas. Et donc c'est un groupe qui a continué à exister. Mais bien sûr. Mais sous quelle forme? Alors sous la forme d'associations, soit entièrement secrètes, soit partiellement secrètes, du genre Bilderberg et Synarchie, parce qu'elle existe en France. Et il se trouve que pourquoi est-ce que Dard a fait de cette Synarchie une espèce de cheval de bataille? Pour une raison très simple, c'est que toute la Synarchie est issue de l'Action française, c'est-à-dire le mouvement fasciste, avant l'époque fasciste, créé pendant l'affaire Dreyfus et constitué à l'extrême fin du XIXe siècle contre Dreyfus, parce que c'est ça l'Action française, créée par Maurras, et tous les dirigeants synarques, de la Fondation et pratiquement tous les importants, sont passés par l'Action française. Comme je l'ai montré, archives à l'appui. Or, M. Dard, qui est un représentant tout à fait éminent de l'extrême droite, à peine discrète. Quand il était prof de lycée, il n'était pas discret. Et j'ai eu comme collaboratrice à l'époque, elles sont devenues maîtres de conf et peut-être maintenant professeurs, tel collègue qui était au lycée de Montreuil ou dans je ne sais plus quel lycée de banlieue parisienne et qui me parlait des démêlés de Dard avec ses classes de lycéens parce qu'il était tellement à l'extrême droite qu'à Montreuil ça passait pas. Bon. Et il est un conférencier extrêmement apprécié de l'Action française. Mais dans sa fiche Wikipédia, contrôlée par quelqu'un qui se fait appeler Guise, qui est aussi le responsable de ma fiche. Comment il s'appelle, vous dites? Il se fait appeler Guise. Guise. Et Guise, c'est tout un programme, hein, parce que c'est le duc de Guise, et c'est le duc de Guise, héritier des Orléans, qui briguait la monarchie, le rétablissement de la monarchie. Hein. Et donc ce Guise, il a fait une fiche aux petits oignons à Olivier Dard, auquel il prête les vertus, et une fiche littéralement abominable, à tel point que mon mari, quand quelqu'un prend contact avec moi, ou voilà, veut se renseigner sur moi, dit « Ne t'inquiète pas, celui-là ou celle-là, a lu ta fiche Wikipédia, là vraiment t'es grillé ». C'est une abomination. Et vous savez ce que c'est qu'une fiche faite à charge avec exclusivement des références à tous ceux qui me détestent. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais malheureusement, ils n'ont pas le même accès aux grands médias que les gens qui me critiquent. Donc, elle ne sait pas faire ci, elle ne fait pas ça, elle choisit les archives. Non, je ne choisis pas les archives. Depuis plus de 50 ans, je ne choisis aucune archive. Pire, elles sont plus contradictoires. Elles pourraient être avec ce que je peux penser. Je ne sélectionne aucune archive. Monsieur Dard a fait une biographie de Maurras qui est un scandale, dans lequel il tente de dissimuler jusqu'au fait que Maurras est un antisémite morbide, qu'il a été un antisémite morbide toute sa vie, et non seulement avant-guerre, mais pendant la guerre. Vous savez que ça a abouti en France à un scandale
qui est devenu une goutte d'eau, mais qui était un scandale académique monstrueux. Hein, c'est-à-dire une fiche sur Maurras qui oubliait de dire que Maurras était antisémite et qui disait qu'il était resté patriote et anti-allemand pendant la guerre. Bon, vous pensez. Bon, donc c'est une querelle politique qui a été adoptée par mes collègues, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dire que le capital financier peut être à l'origine de projets de destruction de la République parce que la République l'empêche de faire ses affaires avec la rapidité, l'efficacité qu'il souhaite, ce n'est pas tolérable depuis 30 ans. C'était encore un petit peu tolérable quand on n'avait pas accès à ces archives. C'est-à-dire que j'ai fait dans les années 80 un article en 86 dans la revue L'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, un article sur la collaboration bancaire et la non-épuration bancaire qui a valu au responsable de la revue, Guy Pedroncini, un collègue de droite fort honnête, les plus vifs éloges. C'était en 86. Vous parliez de ces liens avec la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pourriez revenir sur ça ? D'abord, évidemment, comme ça a été lié, mais de très loin, à quelque chose qui, à l'origine, ça s'est retrouvé via le recrutement, à l'origine a été le mouvement martiniste de Saint-Yves d'Alvèldre. Oui, qui est à l'origine de la synarchie, d'ailleurs. Qui était un X de la promotion 1842, et puis qui, dans les années 80, a fait une société secrète, voilà, l'élite de la nation. Mais en fait, si vous voulez, c'est resté dans le décorum, mais il n'y a pas de lien réel. C'est resté dans le décorum, et puis ça a eu en commun une très forte participation de polytechniciens. C'est tout ce qui le lie. Moi, c'est très simple. Dans mon livre « Le choix de la défaite », j'ai décidé, alors que j'avais tous les documents, le livre doré, les 598 propositions, etc., j'ai balayé tout le folklore. Parce qu'on s'en fiche. Voilà, c'est une association secrète, très secrète, qui pratique le crime, qui a beaucoup pratiqué le crime. L'assassinat politique ? Et les assassinats politiques en 36-37, puis je peux vous dire que pendant la guerre, ça y est allé. Hein. Alors, s'il y a des gens qui ont des doutes, dans le lot énorme, parce que j'ai oublié, ça c'est les archives nationales, ce que j'ai cité, mais il y a les archives de la préfecture de police. C'est parmi celles qui sont accessibles presque les plus intéressantes parce qu'on trouve la synarchie après 1945. Et notamment jusqu'à ce que j'ai pu consulter, c'est-à-dire 65-70, avec Davernas. Bon, c'est donc une masse absolument gigantesque dont il ressort que ce groupement qui finançait toutes les organisations d'extrême droite a décidé de les regrouper à partir de 35-36. Ça s'est appelé la cagoule, ou plus exactement le Xar. Et donc ils ont fondé donc ce mouvement, la cagoule. Ils ont fondé ce mouvement pour tordre le cou à la République. Et moi j'ai montré comment ils ont tordu le cou à la République. Alors, je veux bien toutes les critiques. Les critiques ne me gênent jamais. Au contraire, je trouve que c'est très productif. Je voudrais être critiqué par des gens qui ont vu les sources. Je dis et j'affirme qu'aucun de ceux qui occupent le haut du pavé médiatique et académique et qui disent que j'ai inventé la synarchie, qu'aucun de ceux-là n'a consulté les fonds. Et je dirais qu'il pourrait commencer par le W3 222, il s'appelle synarchie, et il est gigantesque, mais alors gigantesque. Et c'est une partie des enquêtes de guerre sur la synarchie. Bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors vous avez été jusqu'en 65, 70, 70 pour les Suisses, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans des clubs comme le Siècle, bien sûr, en France, est-ce que c'est une réalité qui existe encore? Ce sont des clubs synarchiques, bien sûr. D'ailleurs, il y a, je crois, quelques années, peu d'années,
Canard enchaîné avait fait un article sur une sorte de reconstitution de la synarchie du style X-Crise. Alors ça m'amène d'ailleurs à vous dire un mot sur ce que vous disiez sur la franc-maçonnerie. Il se trouve que ces gens recrutent peu jusqu'aux années 30. En 30, il y a la crise. Et la crise, elle impose, ce que d'ailleurs la synarchie n'a jamais réussi à faire, à essayer de faire toute la guerre. Elle impose de recruter un mouvement de masse. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas réussi ici, ce que le fascisme italien a réussi, ce que le nazisme allemand a réussi, un vrai mouvement de masse. Pas seulement les croix de feu que finançait le capital financier, que finançait la synarchie, qui avait des dizaines de milliers d'adhérents, mais si vous voulez, des types qui se baladaient en voiture ou en avion, ça ne fait pas un mouvement de masse, ça. C'était la moyenne et la grande bourgeoisie qui était croix de feu. Ils voulaient un mouvement de masse. C'est pour ça d'ailleurs que la synarchie, en corps et en personne, a fondé, j'explique comment, le parti d'Oriot, c'est-à-dire le PPF. Vous connaissez beaucoup de partis ouvriers dont tout le bureau politique est constitué, la moitié du bureau politique est constitué d'employés officiels ou officieux de la banque Worms, c'est-à-dire d'une des plus grosses banques d'affaires, qui a été une des banques les plus impliquées avec la Banque d'Indochine, mais elles l'étaient toutes, dans la synarchie. Non. Bon. C'est-à-dire qu'on a là un groupement qui, c'est bien simple, il se réunit au siège des Nervaux, rue de Lincoln, enfin, vous voyez, dans les beaux quartiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les années 30 et puis surtout quand la classe ouvrière se réveille et qu'elle reconstitue son unité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace? Eh bien, on va recruter. Et plus seulement parmi les X, les inspecteurs des finances sont pratiquement tous synarques, et les centraliens un petit peu, et quelques normaliens, parce que Pucheux, il est normalien. Pucheux, il s'est vendu au comité des forges, il est devenu chef du comptoir sidérurgique. Vous parlez d'une carrière intellectuelle. Bon. Mais Pucheux, c'est rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que les critiques les plus vives vont contre Pucheux. Non seulement parce que De Gaulle l'a fait tuer en mars 1944 à Alger, mais parce que Pucheux, c'est quand même un nez de rien. Alors celui-là, on a pu déblatérer sur lui. Si vous saviez les sources, c'est même incroyable, j'en ai fourni une que nos spectateurs peuvent voir. J'en ai fourni une et que je trouve extraordinaire, qui figure dans l'article que j'ai fait pour la revue Droit, au pluriel, qui a dû paraître en 2020 ou 2021, qui s'appelle « Le sauvetage américain des collaborateurs français ». Et il y a là-dedans un article d'un type qui s'appelle Louis Rosenstock Frank, qui est un article paru dans Foreign Affairs en octobre 1942. Et il a raconté une partie des choses dans cet article de 1942. Il dit exactement la même chose que ce que dit un des plus grands hommes, un des chefs des services secrets, devenu un des dirigeants de la CIA, qui était un des dirigeants de l'OSS et qui est devenu un des dirigeants de la CIA, le grand historien William Langer, qui a été le chef de la guerre culturelle universitaire contre l'Union soviétique à Harvard, où il était professeur. Eh bien, lisez Vichy Gamble, notre jeu à Vichy, ce livre de 1947, où ce type, qui est un des réhabilitateurs de la grande bourgeoisie française collaborationniste, raconte ce que c'est que la synarchie. Eh bien, Cluzel et Dard n'ont pas été du tout gênés. Ils ont dit « t'es mal renseigné ». Mais enfin, tout le monde est mal renseigné, des milliers de gens sont mal renseignés. Non.
Alors, pourquoi ça devient un peu quand même quelque chose de commun avec la franc-maçonnerie? Parce qu'ils sortent un peu de la rue Lincoln et de la rue de Poitiers quand il faut casser la CGT, quand il faut séduire, quand il faut casser la CGT. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent la gauche anticommuniste, Parti radical et CFIO. Convoi-méliste. C'est-à-dire des éléments plus populaires. Évidemment, c'est pas le prolo de Renault, hein, mais voilà, c'est pas les X. C'est-à-dire moi ce que j'appelle les sous-synarques, mais c'est les synarques de l'idéologie. Et on est en Suisse ici, qu'on aille donc chercher le fameux article de Dumoulin de la Barthète, sous le pseudonyme de Philippe Magne, du 25 mai 1944, qui explique ce phénomène de recrutement. Dans ce recrutement, ça s'appelle, je sais pas quoi, la synarchie, 25 mai 1944. Il s'oublie juste, il oublie le groupe nerveux. Mais à part ça, il y a tout. Et qu'est-ce qu'il montre? Il montre que il y a le haut du panier, les inspecteurs des finances, les X, et puis il y a les hommes de main ou les intellectuels, et ils montrent ce recrutement. Et dans ces intellectuels, dans ces exécutants, comme il y a plein de radicaux et plein de socialistes, il y a plein d'anciens francs-maçons ou de francs-maçons. Donc, il se fait une apparente jonction, parce que ceux-là n'ont jamais joué que des rôles mineurs, hein, même quand ils comptent parmi les 46, et je pense en particulier aux syndicalistes, comme René Belin, ils jouent un rôle mineur. Mais on se retrouve avec deux organisations secrètes qui permettent en fait de faire le lien entre les deux francs-maçonneries. Cette franc-maçonnerie d'origine haute bourgeoise, et puis cette franc-maçonnerie de gauche, sachant que la gauche anticommuniste est d'un tel anticommunisme que finalement la droite ou l'extrême droite de haute extraction peut se permettre de l'utiliser. Et comme le dit très bien Magne, c'est-à-dire Dumoulin de la Barthète, comment ça s'est fait? Ça s'est fait via la fondation qui s'appelait les Nouveaux Cahiers, qui a été constituée en 1937 par Jacques Barneau. Jacques Barneau, aujourd'hui, personne ne le connaît. C'est le directeur général de la Banque Worms. Et c'est lui qui recrute socialistes, inspecteurs des finances, radicaux, pour casser la CGT. Je pense qu'avec tous les éléments qu'on a pu aborder sur cette thématique, les auditeurs pourront se faire une idée par eux-mêmes de ce sujet-là. Voilà, ils auront un début bibliographique. Annie Lacroix, on arrive gentiment au terme de cet entretien. Voilà, on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Alors voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Je suis toujours très contente de rencontrer des gens qui aiment bien ceux qui pensent, les Andersdenken, ceux qui pensent autrement, ceux auxquels on ne laisse plus d'espace de parole, parce que évidemment, des gens qui connaissent le milieu universitaire, et surtout le milieu universitaire français, peuvent très bien comprendre ce que je dis quand je parle d'un véritable interdit, d'une véritable liste noire contre la pensée divergente à l'université en France. Mais c'est quelque chose, moi j'ai été 26 ans professeur d'université, je pense que quand on n'a pas été enseignant à l'université, on mesure mal ce qui s'est passé, ce qui n'était pas le cas du tout dans les années 60, et même
et même encore dans les années 70. Ça a été un véritable interdit contre toute pensée dissidente. Ce qui est arrivé à Soucy, qui était un intellectuel étranger, chassé par Sciences Po d'un espace qu'il aurait dû occuper parce que il avait tapé sur ce qui était absolument tabou et interdit, c'est-à-dire le mythe du non-fascisme français de droite que Sciences Po avait développé depuis les années 50, avec des gens dont aucun n'avait été résistant et qui avaient même été non résistants au minimum, voire chef du PPF à Bordeaux, comme Raymond Duverger. Donc c'était un tabou. Il a été chassé de France, chassé d'examen, avec une violence qu'on a peine à imaginer. Il faut lire XXe siècle pour se rendre compte de cette violence. Il faut lire aussi XXe siècle d'ailleurs pour voir comment mon ouvrage, La non-épuration, a été accueilli par quelqu'un qui y représente, enfin, y occupe une position importante, qui est un historien non universitaire d'ailleurs, socialiste, qui s'appelle Gilles Morin. C'est-à-dire que depuis 30 ans, toute pensée non conforme est une pensée interdite. Donc, si vous voulez, quand on trouve, ma foi, un accueil dans des milieux qui ne sont pas forcément marqués politiquement, voilà, on trouve que ça contribue à affaiblir le bourrage de crâne, et tout ce qui contribue à affaiblir le bourrage de crâne me semble bienvenu.